Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il y a du mou dans la corde à nœud et il y a des trous dans les gazoducs. On ne parle que de ça depuis quelques jours et à raison. Quelles conséquences? Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un gazoduc? Comment est-il constitué? Et quand on y fait des trous par sabotage ou autre, qu'est-ce que ça donne comme conséquence? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Il y a de l'eau dans le gaz, et c'est le cas de le dire. L'eau de la mer Baltique est entrée dans le gaz du gazoduc Nord Stream 1, Nord Stream 2, 2 trous dans chaque gazoduc. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on en parle avec Bertrand Scheller, qui est ingénieur des mines, qui est diplômé de l'école du pétrole et de l'Institut d'études pétrolières de Paris et entrepreneur. Alors Bertrand Scheller, expliquez-nous qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ces gazoducs sont en quel matériau? Comment le transporte? Vraiment, parce que personne ne parle de ça, alors on parle de... Comment ça fonctionne, quoi? Alors, il faut imaginer que le gaz, en fait, il est produit à l'autre bout de la Sibérie. Donc, il est produit approximativement à 1000 km de distance de l'endroit où il a vocation à être distribué, en l'occurrence en Allemagne, puisque Nord Stream, en fait, relie les champs pétrolifères gaziers de Sibérie et du nord, en fait, de la région de Mourmansk de la Russie à l'Allemagne. D'accord. Et il fait 1200 km de long, et ce sont des tubes d'acier qui font pratiquement 4 cm d'épaisseur et 1,40 m de diamètre. Alors, je ne sais pas si vous réalisez 4 cm d'épaisseur, oui. Épaisseur de métal. 4 cm d'épaisseur de métal. Ouais. C'est un blindage considérable. Et ils sont soudés les uns aux autres. Donc, ils ne sont pas boulonnés comme des petits tuyaux le sont en général. Là, ils sont soudés. Et après, il y a 15 cm de blindage. 1,40 m de diamètre. D'accord. Et 4 cm. Et ensuite, il y a 15 cm de blindage qui sont une espèce de béton armé. Et donc, en fait, quand vous voyez, pour le mettre au fond de la mer, il faut à peu près avoir 400-500 mètres de tuyaux qui sont en pente douce, qui sont soudés, qui sont déposés et en à fait quelle doucement. Profondeur Alors, ils sont principalement donc dans la Baltique, oui, et c'est entre 50 et 150 mètres de profondeur. Donc là où les trous ont eu lieu, c'est à peu près à 100 mètres de profondeur. Donc c'est extrêmement difficile pour des nageurs d'y aller. Donc il faut avoir des équipements spécialisés, mais surtout pour faire sauter le blindage de 15 cm, puis 4 cm d'acier, qui est le meilleur acier possible, c'est impossible. Parce qu'en fait, les gazoducs, ils étaient faits pour résister à la chute d'un bateau, en fait. Imaginons si un bateau était tombé dessus, ouais. Et il ne se serait rien passé. Ils n'auraient même pas été tordus. Vous savez, c'est comme les tuyaux que vous mettez pour les canalisations dans votre jardin. Ouais. Après, vous pouvez rouler dessus. Il n'y a pas besoin d'une grande profondeur, et pourtant, ils sont en plastique. Là, on a de l'acier qui fait 4 cm. Alors vous disiez c'est impossible. Pourtant, ça a été possible puisque ça a été fait. Alors c'est très, très difficile. Et il y a quelque chose... Donc, c'est possible. On sait que c'est possible, avec des bombes spéciales qui vont d'une part avoir cette capacité de détruire le blindage, qui nécessite une technologie différente de celle qu'il va falloir faire pour sauter l'acier. Vous savez, c'est comme un tank en fait. Pour éviter que les tanks soient détruits facilement, ils ont un espèce de blindage, et ensuite ils ont un second blindage. En fait, c'est des multicouches de protection. Mais surtout, ce qui est machiavélique, c'est que s'il y avait eu par pipeline une seule explosion, c'était plus ou moins facile de les sauver rapidement et de trouver une solution. Mais chacun a été détruit 2 fois. Et en fait, il faut savoir que si les Russes ont continué à pomper énormément de gaz, parce qu'au début c'était la seule chose qu'ils pouvaient mettre dedans, après en 15 jours ils auraient pu commencer à pomper de l'air dedans, pour éviter, en fait c'était pour éviter, comme vous le disiez un peu plus tôt, qu'il y ait de l'eau dans le gaz, donc qui d'une part allait corroder. Après le gaz c'est fini. Et après le gaz c'est plus utilisable en fait. Et surtout, comme vous avez 2 trous, vous devez imaginer comme une paille avec 2 trous.
et vous essayez de souffler en fait, et ben tout va sortir sur le chemin des 2 trous. Donc le premier trou, éventuellement, vous allez réussir à empêcher qu'il y ait de l'eau, mais le deuxième trou, ce sera beaucoup plus difficile parce qu'il y aura moins de pression. Et chacun des gazoducs a eu 2 trous. Chacun des gazoducs a eu 2 trous, et chacun des gazoducs a eu ces 2 trous à des endroits extrêmement significatifs d'après les infos dont je dispose. Parce qu'en fait, le fond de la mer est pas plate. Et donc, il suffisait de faire un des trous, le second, un peu plus haut que le deuxième en termes de niveau. Donc quelques mètres suffisaient. En fait, il fallait que ce soit plus que le diamètre des tubes pour en fait condamner les tubes. Mais les Russes, à ce moment-là, ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'en fait les 2 trous... D'abord, ils ne savent pas qu'il y a 2 trous. Ça, on découvre assez vite, mais initialement, vous ne savez pas qu'il y a 2 trous. Et les 2 trous ont été positionnés de façon hyper stratégique. Donc, ça sous-entendrait que les saboteurs ont non seulement des compétences en bombes, ils sont capables de se faufiler dans la mer la plus surveillée du monde, dans laquelle les jours de l'explosion, il y a des bateaux, il y a des hélicoptères qui survolent en permanence. Et puis, en plus, on est dans la zone d'un pays qui est la Suède, qui est en train de rejoindre l'OTAN. Et la troisième chose, c'est qu'ils connaissent particulièrement bien ce qu'est un gazoduc, puisqu'en fait, ils ont fait 2 trous de façon chirurgicale. Donc c'est comme le Dr House, ils ont fait le crime parfait. C'est des frappes chirurgicales. C'était chirurgical. Alors, aujourd'hui, où ça en est? Parce que le porte-parole le porte-parole du stream de Nord Stream 2 dit, écoutez, la pression de l'eau a plus ou moins fermé le gazoduc. La fuite Nord Stream 2 s'est arrêtée. Le gaz dans Nord Stream 1 s'échappe toujours du pipeline, mais de façon moins intense. La conclusion est qu'il y a encore du gaz dans le gazoduc. Alors, petit 1, oui, il y a du gaz dans le gazoduc et il y en aura tout le temps, puisque c'est ce que j'expliquais. En fait, le gazoduc, c'est pas un tuyau qui est plat, en fait, il suit le fond de la mer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la seule raison pour laquelle il y a eu du gaz qui a continué à s'échapper à très très haut débit pendant plusieurs jours, c'est que les Russes ont respecté les consignes en fait, quand vous avez un contrat avec un énorme investissement comme ce gazoduc, vous avez des règles de sécurité. Et d'assurance. Et d'assurance, exactement. Ouais. Et donc, c'était déjà extrêmement compliqué d'assurer le gazoduc pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer avec les sanctions. Et la consigne, c'est s'il y a une fuite, pour éviter qu'il y ait de l'eau dans le gaz, on revient toujours à éviter qu'il y ait... Il faut renforcer la pression pour pas que l'eau rentre dans le tuyau. Et donc, ils ont fait ça. Ouais. Mais les tuyaux étaient tellement grands, et il y en avait 2, que c'était absurde, parce qu'en fait, c'était en centaines de millions de mètres cubes. Mais alors, Bertrand Schoeller, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, est-ce que vraiment, on disait, est-ce que l'approvisionnement de l'Allemagne, mais aussi de l'Europe, enfin l'Allemagne, elle est très compromise ou moyennement compromise, à votre connaissance? Mais elle est condamnée. Elle est condamnée. Elle est condamnée. Elle est totalement condamnée. Il faut savoir que l'Allemagne est dépendante pour son énergie à 40% du gaz russe. Et 40%, c'est considérable. Et ça peut arriver par un certain nombre de pipelines, donc qui traversent la Biélorussie puis la Pologne, qui traversent l'Ukraine puis la Pologne puis l'Allemagne, ou qui passent par la mer Noire et qui passent par la Turquie. Mais sur le chemin, d'une part, tout le monde prend du gaz, tout le monde a une stratégie différente vis-à-vis de laisser ou pas les Russes vendre leur gaz, et qui sont sous le coup de sanctions. Et donc, dans la foulée, en fait, du sabotage des gazoducs, d'une part, il y a un gazoduc qui a été annoncé. Alors, il n'est pas encore prêt, mais il est bientôt prêt, qui va de la Norvège vers la Pologne, qui est un petit gazoduc. Il y a une inauguration, enfin, il y a une cérémonie, etc. Oui. Mais qui est un gazoduc qui ne dispose pas de beaucoup de gaz, en fait, pour réellement acheminer vers la Pologne. Et le gazoduc qui passe par la mer Noire, par la Turquie, est sous le coup de sanctions, donc on ne sait pas combien de temps il va durer. L'Ukraine a suspendu, en fait, le passage de gaz russe pour l'instant chez elle. Donc, oui, l'Ukraine a suspendu, parce qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent. Parce qu'il gagnait beaucoup d'argent. Mais oui, mais là, on fait comme... quelque part, c'est une opportunité stratégique pour l'Ukraine. Puisqu'en fait, en faisant comprendre à l'Allemagne qu'elle est à genoux, en coupant tous ces pays de gaz, il les oblige à agir avec beaucoup plus de violence et beaucoup plus de rapidité
contre les Russes, parce qu'il faut absolument trouver une solution au gaz très vite, éventuellement aller se servir, parce qu'en fait, le gazoduc norvégien pourrait assez facilement se connecter au gazoduc russe, qui serait une solution peut-être pas de remplacement, très rapide, mais en tout cas très rapide. C'est ça. Et alors, dites-moi, juste par rapport... Alors, donc, l'Allemagne c'est pas la catastrophe pour l'Allemagne s'ils arrivent à raccorder avec la Norvège. Exactement. C'est ça. S'ils arrivent à raccorder Nord Stream au niveau, en fait... Oui, mais est-ce que les Russes peuvent pas fermer le robinet à ce moment-là? Non, mais les Russes, ils ont jamais voulu fermer les robinets. Les Russes, ils attendaient avec impatience. Les Russes, ils ont besoin d'argent. Les énergies, c'est le nerf de la guerre. C'est clair. Donc ils sont ravis d'avoir de l'argent. S'ils voulaient sanctionner, entre guillemets, l'Europe, les Russes, ils auraient fermé immédiatement les gazoducs en février, et ils avaient plein de raisons de le faire. Vous retardez pour les paiements, vous ne voulez pas payer comme nous. Mais ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent, c'est vital. Et alors, oui, Bertrand Scheller, juste, quand on dit que l'Allemagne estime 300 000 tonnes métriques d'évasion de méthane, les scientifiques spéculent que cela pourrait être l'une des pires fuites de tous les temps. Je voudrais savoir, qu'est-ce que ça donne en matière de pollution de la Baltique, et qu'est-ce que ça donne effectivement, parce qu'il va y avoir des fuites, effectivement, et qu'est-ce que ça donne à la fin pour la situation, quoi. Alors, j'ai vu cette image, en fait, que j'ai trouvée assez amusante. C'était comme s'il y avait eu un pays équivalent à la France, donc à toutes les voitures qui circulent en France tous les jours, à longueur de journée, et camions compris, qui s'était créé pendant cette semaine-là au niveau de la Baltique. Vous voulez dire ça dépense autant que, je ne sais pas combien de millions de voitures. Parce qu'en fait, l'impact du méthane, il est plusieurs centaines de fois plus que l'impact du CO2. Vous savez, c'est le fameux truc où on voudrait empêcher les vaches de prouter, etc., etc., puisque, soi-disant, une vache qui proute, c'est 50 voitures. Oui, c'est pas mal ça, oui. C'est guerre épée. Voilà, le méthane, c'est ce qu'il y a de pire, en fait, en termes d'effets climatiques. Immense pollution sur la Baltique. Et puis des risques d'explosion considérables. C'est-à-dire que c'est comme dans une maison. Enfin, tout le monde a vu des films où il y a l'arrivée de gaz qui se balade. Alors évidemment, c'est très localisé parce qu'il y a du vent, on est en extérieur, etc. Mais il aurait pu y avoir des risques, un bateau qui se serait approché près, etc. Et là, ça peut avoir des conséquences très fortes. Donc, Bertrand Scheller, à votre avis, ce qui se passe là renforce de toute façon la tension, effectivement, qui est là en Europe et ailleurs. Sans entrer, on verra bien ce que donnera les enquêtes. J'espère que tout ça sera révélé. Sans entrer dans le choix, effectivement, du saboteur et du saboté, est-ce qu'au fond, on est passé avec cette histoire, à un autre chapitre, une autre échelle de la guerre? Il n'y a qu'à prendre le discours du représentant chinois aux Nations Unies il y a 2 jours. Donc il y avait cette réunion qui avait été demandée par les Russes, qui avait été ajournée. À cause de la France, d'ailleurs. À cause de la France. Ouais. Et le Chinois dit très clairement qu'il n'a jamais été aussi préoccupé depuis le début du conflit. Parce qu'en fait, ce sabotage montre qu'il y a des gens, on ne sait pas lesquels, mais qui n'ont plus aucune limite. Et donc les Chinois savent très bien que si ça arrive au gazoduc qui va de Sibérie vers la Chine, c'est une catastrophe immédiate pour les Chinois. Et eux font pas semblant. Ils sont pas comme les Allemands à essayer de dire, ou les Verts allemands, que c'est pas très grave. Ils savent que ce serait catastrophique. Mais surtout, toute la stratégie russe et la raison pour laquelle ils avançaient pas très rapidement dans la guerre, etc., c'est qu'ils avaient toujours l'espoir qu'il y ait un retournement des opinions publiques et qu'on rouvre le Nord Stream et que les Allemands recommencent à discuter avec eux. Et c'était la principale faiblesse de notre camp, c'était cette dépendance des Allemands. Exactement. Donc là, le problème est réglé. Oui, et donc on peut passer, hélas, à la vitesse supérieure. C'est ce qui va se passer. Tous les désespoirs sont permis, d'après ce que vous dites. Juste une dernière question, Bertrand Scheller. On a dit le .fr a informé que après le sabotage de Nord Stream, Macron veut sécuriser les câbles sous-marins, comme vous le savez. Et comme on le sait, auditeur de Sud Radio, 99% des échanges informatiques transitent par les câbles sous-marins. Est-ce que ça a quelque chose
chose à voir? Est-ce qu'il peut y avoir rétorsion de ce point de vue-là ou ça n'a rien à voir? Non, ça, je pense que c'est une manière de dire on a peur que. D'abord, c'est manifestement, peut-être je me trompe complètement, mais c'est pas le genre des Russes. En revanche, ce qui était intéressant de constater, c'est que les Suédois avaient des câbles qui passaient à côté de Nord Stream, des câbles électriques très importants, Oui, très parce qu'ils important. dépendent en électricité du continent, et bizarrement, ils ont été arrêtés juste pendant la journée des explosions, ils ont redémarré après. Bon, ça fait partie d'un faisceau. Oui, ça c'est les présomptions. On va pas Je rentrer pense dedans. que les Russes n'ont pas envie de se mettre plus le monde à dos qu'ils l'ont déjà fait, donc ils feront aucun acte de ce genre. Mais bon, c'est imprévisible maintenant ce qui va se passer. Mais donc on passe en tout cas au niveau de la guerre au stade supérieur. Oui. En tout cas, oui. Mais il y a deux choses qui se sont passées pendant le week-end. Enfin, la semaine dernière, c'était le sabotage des deux Nord Stream 2 fois et l'intégration dans la Russie d'une partie de l'Ukraine. Oui. Et tout ça s'est passé Donbass, dans la même fenêtre. Et tout ça a exactement le même impact en fait sur le cycle, puisque quand l'Ukraine reprend une ville, Krasny Liman pour citer, qui est maintenant devenue une ville russe, c'est-à-dire qui conquiert du territoire russe, et donc tout ça... Acte de belligérance, puis c'est devenu la Russie, attaque contre la Russie. Exactement. Merci Bertrand Schoeller. On reparlera de tout cela avec vous, parce que malheureusement tout ça n'est pas fini. Merci André. À bientôt.